retour dans le Focus, on parle anthropologie noire et je reçois donc Nusere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors la semaine dernière, on avait déjà commencé à entamer un peu tout ce que l'Europe a, même pas entre guillemets, a volé carrément à l'Afrique. Et visiblement c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine à chaque fois. Totalement. Et on aura droit à de nouvelles démonstrations ce soir. Totalement. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut voir qu'il y a une mise en scène de l'histoire scientifique et technologique de l'humanité qui exclut systématiquement l'Afrique. Alors c'est vrai que c'est tellement bien fait, c'est savamment fait, qui fait qu'on finit par croire qu'effectivement, depuis pratiquement l'enfance, puisque les matériaux pédagogiques qui sont présentés quand on a les petites classes au collège, au lycée et aussi à l'université, ce sont des matériaux qui font la part belle, finalement, aux expériences humaines et intellectuelles européennes. Sauf qu'il y a une source. Et c'est ça la problématique de fond, c'est ce que souligne par exemple l'UNESCO dans l'introduction des annales relatives à l'histoire générale de l'humanité, c'est que par rapport à l'histoire des sciences, il y a le point de vue aussi des pays du Sud, il y a le point de vue des chercheurs de ces pays du Sud qui ont à faire valoir non seulement une documentation qui montre que le récit nordique est un récit eurocentré, mais aussi montrer que les expériences avaient commencé dans le Sud, elles ont été abouties lorsqu'elles ont été transmises au Nord. Donc le Nord a récupéré des expériences abouties que, je dirais, elle travestit aujourd'hui pour se donner un peu, tirer la couverture de son côté et faire croire qu'elle a apporté des améliorations alors que les améliorations existaient déjà au moment où elle a reçu ces informations. Mais est-ce que justement leur connaissance n'est pas en plus partielle ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a vous savez, en fait, il s'est passé un schisme avec l'arrivée de ce qu'on appelle la science quantique. C'est-à-dire que les lois de la physique ne marchent plus lorsqu'on aborde le monde quantique. Et l'Afrique est un monde scientifique qui allie les deux mondes. C'est ce qui est très très surprenant. C'est-à-dire que le monde quantique sert de fondement de raisonnement et à partir de là, on va élaborer le monde donc, du fonctionnement de la matière. Et ce sont des choses qu'on voit depuis dans les textes sacrés africains. Bon, il y a des choses que je montre par exemple aux scientifiques, aux chercheurs, de manière à bien montrer qu'il y a un paradigme africain de la science, en tout cas qui existe. Et vous savez, ce sont des enjeux d'autant plus importants aujourd'hui que je vois que le continent aborde tout ce qui est de l'ordre de la science, finalement par une idée que cette science a été construite et fécondée à l'extérieur du continent africain, et aujourd'hui on va l'introduire en Afrique. Et c'est un peu ça qui se passe dans ces grands colloques, c'est-à-dire faire croire finalement à la jeunesse africaine qu'elle n'a pas été dans l'univers de la science et que cette science est en train d'arriver aujourd'hui. Alors que cette science, elle est née en Afrique. Et les matériaux africains qui sont de l'ordre de la science, vous voyez, tout ce qui touche à la géométrie sacrée, au nombre d'or, ces genres de choses, ne sont pas montrés aux jeunes générations. Donc on finit par croire que tout ça vient de l'extérieur, alors que ça vient bel et bien du continent africain. Et c'est pour ça que je voulais, justement, par l'intermédiaire de la documentation que j'ai amenée, montrer des exemples vraiment très simples, c'est-à-dire comment l'histoire elle est présentée aux jeunes générations sur un certain nombre de points, et quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a quand même un point de vue qui est franchement faussé, parce qu'il est exagéré. Alors si on prend par exemple le cas du premier document que j'ai amené, puisque c'est vrai que j'en ai amené un petit paquet, le premier document que j'ai amené qui est l'histoire de l'informatique et l'histoire des systèmes de comptage. Alors c'est intéressant de voir comment tout cela est présenté finalement aux jeunes générations dans les matériaux pédagogiques d'une façon générale sur le plan scolaire par exemple. Prenons le temps de regarder justement ce matériau-là. De l'informatique. De nos jours, les ordinateurs sont très intelligents et peuvent tout vous calculer, et on n'en parle jamais assez de cette capacité, car nous sommes beaucoup trop habitués à cette facilité. Je vous propose donc de vous présenter leur passé pour que vous sachiez comment ils se sont retrouvés ici. En 1632, vos professeurs vous ont sans doute parlé de la fameuse règle à calculer. Elle vous permettait de calculer manuellement des logarithmes qui étaient très complexes à utiliser. En 1645, l'arrivée de la machine à calculer mécanique inventée par Blaise Pascal, qui a pour nom la pascaline. C'est le point de départ à ne surtout pas oublier et à négliger. Il y a eu l'apparition d'autres machines à calculer beaucoup plus tard, qui seront plus performants en ayant une autre méthode de calcul, comme l'invention du métier de jacquard,
ou la première machine à calculer automatique appelée la machine à différence de Charles Babbage et qui sera remplacée plus tard par des relais électromécaniques. Plus tard, en 1703, Leibniz, un philosophe mathématicien, scientifique, enfin bref, un peu tout quoi, a expliqué ce qui était l'arithmétique binaire qui était composée de 0 et de 1. Il y aura aussi la création de l'algèbre de Boole par George Boole en 1847, composée cette fois-ci, un peu dans le même principe, de et de ou. En 1920, Leonardo Torres Quevedo a créé l'arithmomètre qui sera la première machine à calculer commercialisée au monde. Il sera le seul type de machine à calculer disponible en vente pendant 40 ans. En 1936, la machine de Turing est apparue. Une machine abstraite et non physique par Alan Turing qui a la possibilité de lire un calcul sur un ruban, case par case, et grâce à un programme interne, il saura calculer et écrire, encore une fois, case par case. Environ 4 ans plus tard, il y aura l'apparition d'autres machines à calculer comme le Z3, mais surtout le Mark I et le Mark II, aussi appelé le Colossus, les premiers calculateurs numériques conçus par IBM. Ce n'est qu'à partir de 1946 où vous retrouverez le premier ordinateur ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, entièrement électronique, construit pour avoir au minimum la capacité de calcul de la machine abstraite de Turing. Un autre ordinateur fera l'apparition appelé EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, mais le plus important est en 1951, date qui fut l'apparition du premier ordinateur commercialisé sous le nom de UNIVAC One. À partir de là, les ordinateurs seront de plus en plus améliorés en termes de capacité, d'esthétique, mais aussi sur la réduction de place qu'ils peuvent prendre. On peut conclure qu'ils ont fait un sacré bout de chemin avant d'être comme ceux d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il s'est passé encore plein d'autres choses avant d'arriver jusqu'ici. Je ne vous ai parlé que de l'essentiel, pour ne pas s'éterniser dessus. En vous souhaitant une bonne vie d'informaticien. Alors, création des calculatrices d'abord. Voilà, effectivement, des systèmes de calcul. C'est-à-dire que vous voyez, c'est ça qui est dommage, en fait, c'est-à-dire que on voit véritablement qu'il y a un nombrilisme dans les récits historiques, donc qui montrent les expériences intellectuelles de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en fait, et c'est un peu l'objet aussi du colloque des mathématiques africaines auquel nous souhaitons convier vraiment toute la population à assister du 31 octobre au 3 novembre, donc avec la ville de Bémaou à la maison rurale de Vonche. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que les systèmes de calcul viennent de l'Afrique. Le premier système de calcul, c'est l'os d'Ishango, qui apparaît en 25 000 de l'ère ancienne africaine en République démocratique du Congo. Et hier, et encore dans le cadre des cours, je faisais une présentation de l'os et je montrais justement Jean-Paul Bellec, qui est astrophysicien camerounais, qui a expliqué comment l'os fonctionne. On voit bien qu'on a un système de calcul qui est abouti avec même la présence du zéro. C'était la calculatrice un peu de l'époque. De l'époque. Mais c'est ça c'est-à-dire de l'époque, mais quel niveau d'avancement pour l'époque, vous voyez ? Bon. La deuxième chose, c'est que vous savez que l'Europe, c'est un continent qui a été, non seulement qui s'est essaimé à travers le monde, mais qui a eu aussi des influences, notamment les influences de l'Égypte antique et aussi de l'Asie, du monde arabe, qui a ramené les connaissances de l'Afrique, de l'Inde, donc en Europe. Et la chose, c'est que ces connaissances, c'est essentiellement de la science. Et c'est véritablement à ce moment-là que non seulement les Européens vont découvrir donc les chiffres, vous voyez, le zéro et un certain nombre de choses, mais ce qu'il y a de plus marquant, c'est que quand ils vont déporter les Africains et qu'ils vont les ramener sur les plantations, ils vont déporter une élite intellectuelle. Et la chose, c'est que les Noirs aujourd'hui sont convaincus que si on a déporté 12 millions d'Africains vers les plantations de la Caraïbe et en Amérique, c'était 12 millions d'abrutis. Et quand je dis que c'est une véritable croisade que d'arriver à faire comprendre aux gens qu'il n'était pas 12 millions d'abrutis, c'était une élite intellectuelle. Mais bien sûr, il y avait des architectes, des mathématiciens, des astronomes, des médecins, il y avait beaucoup de connaissances parmi tout ça. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Comme j'ai appris que le canal des retours, les calculs ont été faits. Par les populations africaines qui avaient déjà l'habitude de creuser des canaux en Afrique. Vous voyez, puisque les autoroutes, c'était les fleuves. Donc les canaux, on les a creusés depuis l'Égypte antique. Vous savez ce qu'on appelle le canal de Suez, tout ça, mais les pharaons avaient déjà creusé tout ça. Donc c'est-à-dire que tout ça montre bien qu'il y a un défaut, un vice caché dans le récit qu'on fait de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que je voudrais parler de quelqu'un à qui on parle jamais, aux enfants. C'est Thomas Fuller. Thomas Fuller, c'est un Africain qui a été déporté à l'âge de 14 ans, donc
aux États-Unis sur une plantation. Et au XVIIIe siècle, ça a été le plus grand mathématicien connu. Et si vous prenez le who's who des plus grands savants de l'histoire de l'humanité, vous allez retrouver donc ce Thomas Fuller en bonne place. Prenons le temps de le découvrir, même si le document est en anglais, mais c'est important de voir ce qu'on dit justement sur Thomas Fuller, qui a été le plus grand mathématicien du XVIIIe siècle. On part pour le deuxième document. Age-long imperialist notion that Africans were intellectually lower than their European counterparts was proven wrong by the life of Thomas Fuller, an African slave with an incredible potential for mathematical calculation. Fuller's ability to offer prompt and accurate solutions to mathematical problems shocked white slave masters, forcing them to reconsider their views on an average black man's worth. History concurs to the claim that the name Thomas Fuller, 1710-1782, an African who was sold to America in 1724, is synonymous with mathematical genius. Popularly nicknamed Negro Tom, and described by his contemporaries as a very black man, Fuller's birthplace seems to have been between what we now know as Liberia and Benin. Read also, retro, meet the first European princess of African origin, Angela of Liechtenstein, after being sold off as a slave from Africa at age 14 to a farmer in the United States, U.S. Negro Tom lived in Virginia, a place linked to why he was later called the Virginia Calculator. No sooner had he arrived this strange land than the fame of his prowess in numeracy began to hit the white world. For instance, when asked how many seconds there were in a year by men of no small eminence and potentials in arithmetic, William Hartshorne and Samuel Coates, Fuller replied in 2 minutes, 47,304,000, leaving his questioners lost in wonder and amazement. Towards his grey years, Hartshorne said of him, he was grey-headed, and exhibited several other marks of the weakness of old age. He had worked hard upon a farm during the whole of life, but had never been intemperate in the use of spirituous liquors. He spoke with great respect of his mistress, and mentioned in a particular manner his obligations to her for refusing to sell him, which she had been tempted to buy offers of large sums of money from several persons. Also, Coates, having remarked in his presence that it was a pity he had not an education equal to his genius, Fuller interjected, "No, Massa, it is best I have no learning, for many learned men be great fools." Perhaps one of his most outstanding feats was his brilliant reply to the question asked. Donc le calculateur, la calculatrice de Virginie. Voilà, le calculateur de Virginie, on voit bien que par exemple c'est des personnages comme ça qu'on devrait voir au musée, au Memorial Act, non? Et c'est justement ce genre de personnage qu'on ne verra pas au Memorial Act. Bon. Même pas de documents sur lui en français, vous m'avez dit. Alors, il y a des documents, il existe des documents comme le livre des grands inventeurs de l'histoire de l'humanité, on le retrouve. Et je montrais justement à une étudiante un document où vous avez des chercheurs occidentaux qui discutent justement de l'apport de Thomas Fuller aux mathématiques et aux sciences de calcul. Parce qu'il faut savoir que voilà quelqu'un qui n'a jamais été à l'école en Occident et qui a vraiment pris à contre-pied tous les mathématiciens, pas américains seulement, parce qu'il faut savoir qu'il a fait le tour du monde. On l'a emmené partout, il a rencontré les plus grands savants de son époque. Et les savants lui proposaient des problèmes auxquels il devait résoudre. Et ce qui a beaucoup surpris les gens, c'est lorsqu'on lui a demandé, par exemple, combien de secondes il y a sur un intervalle d'années, il a donné une réponse, les chercheurs ont dit, mais non, c'est pas le bon calcul, que le bon calcul c'est telle chose. Il a dit, oui, mais vous avez oublié les années bissextiles. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et c'est là que tout le monde a dit, waouh, vous voyez ce que je veux dire par là? Bon. Et donc, la chose, c'est que vous comprenez bien qu'au contact des savants, les gens découvrent qu'il y a des systèmes de calcul en Afrique qui sont beaucoup plus puissants que les systèmes de calcul connus en Occident. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc naturellement, ça va intriguer, ça va intéresser. Et on va essayer de chercher, tout simplement, ils vont se mettre à plusieurs pour essayer de comprendre, mais c'est quoi ces méthodes de calcul qui simplifient les calculs à l'extrême? Et c'est ça qui est important.
Maintenant, quand on part dans la dynamique des chiffres binaires informatiques, les fameux 0 et 1, mais toute la culture africaine est basée sur des systèmes binaires. On le voit, ce système binaire, vous savez, depuis qu'on a commencé à en parler, quand on étudie les traditions africaines et panafricaines, on retrouve ce code binaire partout. Il est dans toute la création, toutes les créations africaines. Vous savez, cet après-midi, à Nijar, on s'est entretenu longuement avec Ron Eglache, qui est ce fameux grand chercheur que nous avons voulu justement qu'il soit à nos côtés dans le cadre du colloque sur les mondiales des mathématiques que nous faisons avec la ville de Bémao. Eh bien, on a pris le temps de discuter et chose extraordinaire, c'est que ces nombres binaires existent partout dans toutes les créations africaines, dans des tresses africaines. Enfin, faut voir à quel point les choses sont exprimées. Et prenons le temps de regarder justement le document de Jacques Attali, qui avouait que le code binaire informatique était une invention de l'Afrique noire. Jacques Attali. Jacques Attali. D'accord, rien que ça.